Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la remontée des taux. 2018 pourrait en effet voir les lignes bouger. On s'intéressera ensuite à l'assurance vie luxembourgeoise et ses charmes discrets. Et puis, on reviendra sur Sécurité Pierre Euro. Comment est-ce que les fonds euros indexés sur de l'immobilier tirent leur épingle du jeu. Mais on commence tout de suite par notre point sur les marchés financiers. Une émission en direct intégralement qui vous permet de poser vos questions durant celle-ci. Sur GoToWebinar, normalement, vous pouvez nous interpeller pendant l'émission et nous tenterons de répondre à vos questions. Jonathan, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de bienprévoir.fr et on voit avec vous un peu cet environnement économique. On ne peut pas rêver mieux, presque, actuellement. Oui, il y a 2 ans, on parlait de l'alignement des planètes, mais finalement, ça paraît moins aligné, mais l'environnement est très porteur actuellement. Alors, ça se voit sur les marchés financiers, notamment. Ça se voit sur les marchés. Le CAC a bien fini l'année, même s'il n'y a pas eu un vrai rallye haussier, mais il était plutôt... On revient à un plus haut de 10 ans sur le CAC. Voilà. À Wall Street, on bat record sur record. Donc les marchés sont au beau fixe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le QE qui explique ça, le fameux quantitative easing des banques centrales. Avant tout, en fait, les fondamentaux sont de nouveau là. La croissance, en fait, est au plus haut. Je vous ai ramené un petit graphe avec moi pour expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement, notamment sur la zone euro. Alors, on va voir ce graphe ensemble, la reprise économique qui s'accélère en zone euro. Voilà, alors la courbe noire, c'est la croissance économique sur l'échelle de gauche. Donc, on voit que la croissance en 2017 aurait été de 2,4%, c'est une estimation à ce stade qui demande à être vérifiée. Ce serait la plus haute croissance observée depuis 10 ans, depuis la crise des subprimes. On le voit sur ce graphique. En 2011, sur l'ensemble de l'année, la croissance avait été plus faible que 2,4%, même si au premier trimestre, elle avait été bonne. Donc il y a une vraie accélération de la reprise économique dans la zone euro. Le chômage est au plus bas depuis il continue de baisser, là, on voit en zone euro, on est presque à 7, un taux de 7%. On est un petit peu au-dessus, là, fin 2017, début 2018, on est à 8,5%, mais effectivement, d'ici la fin de l'année, si on continue sur cette tendance-là... oui, ce sont les projections, pardon. C'est les projections, en fait, qu'on a mis ici. On devrait être, effectivement, autour de 8 d'ici fin 2018 et atteindre les 7% d'ici 2-3 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine tourne à plein régime? Il y a encore une marge de progression? Il y a encore certainement une marge de progression. Quand on regarde en fait les anticipations aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur ce graphe que fournit la Banque de France, et elle pense que la croissance va être un peu plus faible en 2018 qu'en 2017, qui a été vraiment une très bonne année de ce point de vue. Elle peut se tromper favorablement. Il est possible que la croissance reste sur les niveaux actuels. Quand on regarde les enquêtes de conjoncture actuelle, on est sur un trend même encore plus fort que les premières enquêtes de début 2017. Aucun signe de ralentissement de cette croissance n'est perceptible pour l'instant. En fait. Et si on pense que les marchés financiers sont un indicateur avancé également, en effet, on est plutôt sur une logique de dynamique et de poursuite de cette dynamique. Tout à fait, ouais. C'est un bon thermomètre en fait, de cette dynamique-là. Alors, en ce qui concerne les taux, est-ce qu'ils vont remonter en 2018 ? Ça fait plusieurs années qu'on se dit, ça y est, cette fois, c'est la bonne. On le voit bien. Alors, sur le deuxième graphe que je vous ai apporté, on voit l'historique en fait, des taux d'intérêt. Alors, c'est les taux à 10 ans, les taux à long terme. Ce graphique. C'est le taux d'emprunt de l'État français. Donc, c'est un taux un peu de référence pour les marchés. Et puis, pour les emprunteurs, les gens qui font un crédit immobilier, par exemple, ça sert souvent de référence, ce taux-là. Donc, c'est un taux qui est important. On voit qu'il y a une forte baisse des taux depuis la crise des subprimes. Depuis 2008, les taux étaient à 5%, je vous rappelle, à ce moment-là. Ils sont descendus à presque 0% mi-2016. Il y a eu 2 tentatives de hausse des taux, en fait, depuis 2015. Il y a eu 2 démarrages, 2 faux démarrages. Et à chaque fois, le soufflet est retombé, les taux sont redescendus au niveau plancher. Alors, les taux remontent là depuis novembre, donc c'est très court, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais pour autant, n'est-ce pas quand même le début d'une remontée des taux enfin? De toute façon, il y a quelque chose qui est inscrit dans le marbre presque, c'est la remontée des taux américains qui a été enclenchée. Oui. Qui va se poursuivre. On annonce 3 hausses cette année et qui devrait se propager avec un peu de retard sur les rivages européens.
Oui, très probablement en fait. On sait que Mario Draghi a dit que la BCE allait changer de discours, qui serait un peu moins accommodant, qui restera accommodant, mais un petit peu moins en fait. Et ce changement, il n'est peut-être pas encore complètement pris en compte par les marchés. D'ailleurs, même aux États-Unis, quand on interroge les marchés, quand on interroge les investisseurs, ils vous disent en moyenne, il va y avoir 2 hausses des taux. Quand on interroge les membres du comité qui décident des hausses des taux, ils vous disent nous, on pense que nous allons monter les taux à 3 reprises cette année. Donc les investisseurs sont un peu optimistes de ce côté-là. Par rapport à ce qu'il y aura moins de remonter les taux. Donc les taux pourraient les surprendre et monter plus vite. Les taux à court terme américains et les taux à long terme devraient suivre du coup défavorablement. Tout le pari. C'est tout le pari. Et en zone euro, quel est votre pronostic? En zone euro, mon pronostic, c'est que les taux à long terme vont remonter. Le sujet, en fait, c'est la croissance, l'inflation, on avait parlé. Aux États-Unis, il est assez fort probable maintenant que l'inflation finisse par repartir. On est presque en fin de cycle et il commence à y avoir des signes en fait, de hausse de l'inflation. En euros, c'est moins le cas, mais ça devrait finir par arriver. En tout cas, je pense que la BCE ne va pas attendre que l'inflation soit à 2% pour changer son discours, pour changer sa politique monétaire. Elle va l'anticiper probablement. Donc les taux vont remonter avant même qu'on voit l'inflation être à 2%. Alors dans ce contexte, on va s'intéresser à quelles pourraient être les conséquences de ces éventuelles hausses des taux sur les différentes classes d'actifs. Si on commence par les obligations. Alors, ce n'est pas favorable d'être investi sur des obligations lorsque les taux remontent, puisque lorsque les taux montent, la valeur des obligations baisse. Donc, on peut être rapidement en moins-value si on achète des obligations aujourd'hui. Nous, on ne recommande plus d'acheter des obligations. C'est à la fois vrai pour les obligations d'État et également pour les obligations émises par des entreprises privées. Aujourd'hui, on ne recommande plus. On ne recommande pas d'aller sur des obligations. Sur les obligations privées, il y a un petit peu de risque et le risque n'est pas du tout rémunéré. Ce n'est pas intéressant d'aller sur cette classe d'actifs aujourd'hui. D'accord. Parce que ça comprend aussi les fonds euros dans son assurance vie. Alors, les gens n'ont pas beaucoup d'obligations en direct ou même dans des produits structurés. Ils ont surtout en fait, des fonds en euros qui investissent eux-mêmes dans des obligations et souvent des obligations d'État. Donc qu'est-ce qu'on fait là si on a en effet ça c'est très défavorable. Ça c'est très défavorable en fait pour l'assureur. Alors l'assureur doit garantir le capital, mais si la personne, l'entité qui garantit le capital a des difficultés, c'est pas très favorable pour vous. Donc nous, on recommande aujourd'hui de ne plus détenir de fonds euros classiques. On a un discours qui est assez strict là-dessus, assez tranché. Assez tranché. Je sais que c'est un produit qui est aimé en fait du grand public. La profession a un peu de mal à dire qu'il faut sortir des fonds en euros. Nous, on pense en fait que les fonds euros classiques ne sont plus un bon placement aujourd'hui. Les taux sont trop bas, ils vont continuer à baisser. En moyenne, il devrait être de 1,50 le rendement des fonds euros pour 2017. Ils vont continuer à baisser par un effet d'inertie. Même si les taux remontent, comme on le dit, les fonds euros classiques n'en profiteront pas. Il continuera à baisser encore l'année prochaine, peut-être à 1,25, 1,30. Il y a une inertie. Il y a une inertie qui va être très longue, très lente. Donc, avec la remontée de l'inflation et la baisse des rendements des fonds euros, ce n'est pas favorable. Et si vous rajoutez à ça Sapin 2, on en a parlé il y a quelques temps, c'est vraiment pas le placement sur lequel il faut être aujourd'hui. Ok, on a compris le message. D'un point de vue des fonds monétaires, est-ce qu'ils vont revenir en grâce? Non, alors pas les fonds monétaires en euros, parce que là, quand on parle de hausse des taux, je ne l'ai pas précisé, mais on parle de hausse des taux à long terme. Les monétaires, c'est le court terme. La BCE ne va pas changer tout de suite, en tout cas pas en 2018, probablement pas, les taux d'intérêt à court terme. Les fonds monétaires vont rester avec un rendement très très faible, voire négatif. L'immobilier. Alors l'immobilier, il y a une vraie question autour de l'immobilier, parce que souvent, les détracteurs de l'immobilier disent lorsque les taux remontent, ce n'est pas favorable d'aller sur l'immobilier. On pense que dans le contexte actuel, celui qu'on vient de décrire, c'est l'inverse. Même s'il y a une hausse des taux, d'abord, elle va être progressive, elle ne sera pas importante. Ensuite, pourquoi alors c'est une bonne idée quand les taux remontent d'aller dans l'immobilier? Parce qu'en fait là c'est une hausse des taux qui est liée en fait à une amélioration économique, une amélioration de la croissance, une baisse du chômage, une amélioration de la santé des entreprises. Donc pour aller sur l'immobilier de bureau, on va en parler ensuite, c'est un scénario qui est favorable. Il risque d'avoir à terme dans ce contexte-là plus d'inflation. Peut-être pas tout de suite, mais ça va finir par arriver. Et les loyers qui sont indexés sur l'inflation vont en profiter, en fait. D'accord. Bon, on reviendra sur ce sujet, en effet, en troisième partie d'émission avec Guillaume Fraget de Primonial Reim. Et un dernier mot sur les actions. Et les actions, là encore, en fait, souvent, on a tendance à dire que les actions sont pas dans un bon jour lorsque les taux remontent. Mais je pense que ce scénario-là est un scénario favorable pour les actions. Parce qu'on n'est pas dans le scénario un peu des années 2000 où Greenspan remontait les taux, en fait, pour casser la croissance économique. Là, en fait, on remonte les taux
taux tout simplement pour normaliser la politique monétaire, pour accompagner la croissance, pas pour la stopper en fait. Donc ce n'est pas du tout le même contexte des hausses des taux précédentes. Cette fois-ci, il devrait y avoir en fait des marchés actions qui se portent bien, parce que l'économie va bien, malgré la hausse des taux. Alors, je vous garde encore un instant pour vous poser une question qui nous est parvenue pendant que nous discutions, une question de François. Pourquoi l'abattement de 40% sur les revenus des dividendes disparaît avec la taxe de 30% alors que cet abattement doit éviter la double imposition? C'est une question un petit peu technique. Je vous propose en fait qu'on réponde à François directement. À François, à l'internaute, et puis on la mettra sur, on mettra sur notre site internet en fait, voilà. la réponse pour que tout le monde puisse en profiter. On n'a pas les réponses à toutes les questions, malheureusement, mais quand on les a, on vous les donne. Sinon, eh bien, il faut attendre un peu et on les traite en back-office, en tout cas, l'équipe de bienprévoir.fr. Merci Jonathan. Merci à bientôt. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr, sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Décideur TV et sur GoToWebinar, l'écosystème de Bien Prévoir. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant l'émission. On tente, quand on peut, d'y répondre. Alors, on a le plaisir de retrouver Vincent. Bonjour Vincent. On va faire un petit voyage avec vous. On va aller au Luxembourg. Oui. Vous nous emmenez au Luxembourg pour nous faire découvrir les charmes de son assurance vie. Exact. On en a parlé à plusieurs reprises et il nous semblait intéressant de faire un peu le point parce que finalement l'année 2017 a été une année d'accélération. Beaucoup d'épargnants français se sont posés des questions. On sait que c'est consécutif notamment, et on en avait déjà parlé, à la mise en œuvre de la loi Sapin 2 qui avait suscité pas mal d'interrogations, des avec craintes, la peur d'être bloqué. Tout à fait. La loi Sapin 2 peut permettre aux compagnies d'assurance vie, ou en tout cas sur impulsion de l'État français, de bloquer les retraits des contrats d'assurance vie et notamment des fonds en euros pendant un maximum de 6 mois. Donc cette crainte-là a entraîné un afflux d'épargne vers le Luxembourg. Donc ça, c'était un peu un prétexte, mais en effet, le Luxembourg a développé une industrie de l'assurance vie assez florissante, avec, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que vous allez nous expliquer, des caractéristiques très différentes de sa petite sœur, sa cousine française. Tout à fait. Donc on va revenir un peu sur les éléments déjà sécuritaires qui font qu'aujourd'hui, une épargne placée, des fonds placés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie au Luxembourg est d'une certaine manière mieux protégé légalement qu'en France. Donc il y a le fameux triangle de sécurité qu'on a amené d'ailleurs. Alors on va le voir, ce triangle de sécurité. C'est comme la sécurité routière, hein, vous allez voir, ça a la même forme du triangle. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, l'idée est principalement de se dire que déjà, par rapport au fonctionnement français, les fonds sont logés non pas dans la compagnie d'assurance vie qui d'une certaine manière gère les fonds et distribue le contrat, mais ils sont logés dans une banque tiers, chez un dépositaire, qui est lui-même agréé, contrôlé par le commissariat aux assurances, qui est l'autorité de contrôle du Luxembourg. Et donc ça évite que s'il y a un problème, une défaisance... Ça n'évite pas l'ensemble des risques, parce que la banque dépositaire peut elle-même avoir des problèmes, mais le fait de séparer les rôles, ça augmente d'une certaine manière le niveau de sécurité. C'est un SAS supplémentaire. Si en effet votre gestionnaire a des problèmes, les fonds ne sont pas impactés. Voilà, exactement. Et vous pouvez les retrouver. Autre avantage alors les autres avantages en fait qu'on a au Luxembourg, qu'on a souvent expliqué, mais qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui beaucoup de Français sont séduits. Il y a notamment le fait qu'on puisse... c'est un outil de diversification absolument fabuleux. On a l'habitude de dire que l'assurance vie en France, c'est le couteau suisse de l'épargne. Je pense qu'on va un niveau au-dessus avec le contrat luxembourgeois parce que, par exemple, on peut investir en devises, réellement investir en devises. On ne va pas seulement s'exposer en devises. L'investissement ou une partie de l'investissement pourra se faire dans différentes devises, francs, suisses, livres sterling, dollars, etc. Alors aujourd'hui, dans le contexte où les banques centrales ont des politiques non conventionnelles, même si on a plutôt confiance et on a une certaine visibilité actuellement, on en parlait encore dans la partie précédente avec Jonathan, il n'empêche que diversifier son patrimoine, y compris sur les devises, c'est une opportunité qu'on n'a pas dans le cadre de l'assurance vie en France. Donc avoir un peu de yens, de dollars, que sais-je, de bitcoin, monnaie. On peut mettre des bitcoins? Non, je ne crois pas. C'est pas une pas monnaie. encore. Contrairement au terme qu'on utilise, ça n'est pas une monnaie, donc c'est pas une devise.
OK. Donc les devises et puis les supports également. Après, il y a une diversification très forte possible. On peut à peu près mettre tout ce qu'on veut en termes de sous-jacent de support dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, notamment à travers ce qu'on appelle les fonds internes dédiés. En fait, on va construire une enveloppe dédiée et exclusive à l'épargnant. Et ça, il y a une plus grande souplesse. On peut faire du dédié plus facilement. Des titres vifs, par exemple, ce qui est beaucoup plus difficile à faire en France. On peut même y positionner les titres non cotés qu'on détient sur sa propre société à partir. Alors là, il y a des contraintes liées au patrimoine. Ça s'adresse vraiment aux chefs d'entreprise notamment qui ont des fonds importants. Ça peut être une solution. On peut après positionner tout autre titre non coté. Par exemple, on peut envisager de positionner des titres non cotés de biens immobiliers, de SCI par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut envisager aussi, qui peuvent être étudiées en tout cas. Donc un large éventail. Ceci dit, vous ne le recommandez pas pour les fonds euros? Alors les fonds euros, on a l'habitude de le dire, je le redis ici, si vous allez au Luxembourg pour miser sur un fonds en euros, ça n'a pas d'intérêt. D'une part, parce que les compagnies luxembourgeoises de droit luxembourgeois ont une obligation de cotiser une prime, elles ont une prime de réassurance supplémentaire qu'on n'a pas en France, et ce qui vient réduire encore le niveau de rendement des fonds euros, alors qu'on connaît le niveau de rendement des fonds euros, on en a parlé encore juste précédemment. Donc, nous, on recommande de ne pas aller sur les fonds en euros. Si on va au Luxembourg, c'est vraiment pour aller construire un patrimoine dans le cadre de fonds dédiés avec la volonté de diversifier et de dynamiser son patrimoine. On va voir le graphique, le second graphique que vous nous avez apporté qui récapitule un peu les avantages. Et dedans, on trouve le super privilège. Qu'est-ce que c'est le super privilège? On revient un peu sur les enjeux de sécurité. Lorsque, là aussi, ça s'adresse aux gens qui ont plutôt une crainte en termes de capacité aux compagnies d'assurance vie en Europe de faire face à une éventuelle crise. Le super privilège, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes un créancier prioritaire lorsque vous êtes au Luxembourg. C'est-à-dire que si jamais il y avait des difficultés au niveau de la compagnie d'assurance vie, vous êtes créancier prioritaire, c'est-à-dire que vous allez être remboursé avant l'État, avant les créances sociales que peut avoir la compagnie d'assurance vie et avant les salariés. Alors qu'en France, pas le cas en France. C'est l'inverse. C'est d'abord l'État qui passe, ensuite il y a les droits sociaux, enfin les créances sociales, et ensuite, les salariés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer les épargnants. D'un point de vue fiscal, puisque c'est en effet un des points aussi abordés. On va s'empresser de dire qu'il n'y a absolument aucun avantage fiscal à aller au Luxembourg. Bien sûr, il faut tordre le cou à ce mythe. Bien sûr, je pense que maintenant les gens commencent à le comprendre. Cependant, on bénéficie quand même, d'une certaine manière, des avantages et du cadre fiscal attractif lorsqu'on est en France, lorsqu'on est résident en France. Donc on continue à avoir les avantages en termes de transmission. Maintenant, on bénéficie de la flat tax dès les 4 premières années, les 8 premières années. On a également la possibilité de profiter de l'abattement au bout de 8 ans. Donc c'est comme si on était en France, d'un point de vue fiscal. C'est comme si on était en France. Par contre, là où ça devient intéressant, et on a pas mal d'expatriés qui nous suivent régulièrement sur bienprévoir.fr et dans l'émission, lorsque vous êtes expatrié ou que vous changez souvent tous les 2-3 ans de pays de résidence, votre contrat d'assurance vie luxembourgeois vous accompagne en s'adaptant à la fiscalité d'une certaine manière du pays de résidence. Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est là où les devises aussi, l'investissement en devises peut être attractif aussi lorsqu'on veut diversifier son patrimoine et s'adapter au contexte dans lequel on vit. Bon, à vous entendre, il n'y a que des avantages. Non. Ah non, les fonds euros, j'ai dit que ça avait... Bon. Est-ce qu'il y a d'autres bémols? Parce que sinon, il y avait un ne restera bémol. Plus rien à l'assurance vie en France. Bien sûr. Non, bien sûr. Et puis, il y avait un bémol important qui, disons, est en train de se régler. On reprochait souvent aux compagnies d'assurance vie luxembourgeoises d'avoir des services administratifs lents, d'avoir ce qu'on appelle des back-office plutôt, qui mettaient beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'en France, un arbitrage peut se faire en une journée. Au Luxembourg, ça pouvait prendre plusieurs jours. Et donc là-dessus, les compagnies sont en train de travailler énormément, parce que, notamment grâce au succès que rencontre ce type de contrat. Et on constate aussi qu'il y a un rapprochement de différents acteurs au Luxembourg, ce qui fait qu'on a des compagnies plus importantes, plus grosses, qui investissent et qui, d'une certaine manière, renforcent tout l'aspect administratif, ce qui est très important aussi. Il s'agit bien de prendre en compte cet aspect-là quand on investit, d'investir dans des compagnies qui fonctionnent bien, qui sont réactives, et ça, c'est en train de progresser. Dernière question sur ce sujet, à partir de quel patrimoine ce genre d'assurance de poche est-elle On voit des publicités qui parlent de contrats d'assurance vie luxembourgeois accessibles à partir de 50 000 euros. Je dirais que nous, on positionne le niveau minimum autour de 120 150 000 euros. Je dirais que le jeu en vaut la chandelle lorsqu'on dépasse les 200 000 euros, même si en dessous c'est tout à fait aujourd'hui possible et on peut l'étudier, notamment quand c'est dans le cadre de la construction d'un patrimoine. Parce que c'est cher Parce que les gestions sont plus chères. Avoir un fonds dédié, c'est plus cher que d'avoir un fonds. D'accord, il faut quand même prendre ça en compte.
en France, tout à fait. Je profite de votre présence parce qu'on a des questions qui nous arrivent. Guy demande la même que tout à l'heure. Non, ça c'est pour Jonathan. Que pensez-vous des fonds structurés? Les fonds structurés, alors de façon générale, nous on est plutôt assez friands, mais il y a à boire et à manger sur les fonds structurés. Alors on peut en avoir d'ailleurs au Luxembourg, on en a parlé de façon exclusive, ou en France, on en propose nous très régulièrement, au Luxembourg ou en France. Là, l'idée, c'est d'avoir la bonne proposition au bon moment. Le problème de certains fonds structurés, c'est que vous pouvez, notamment à travers les banques, des réseaux grand public, vous pouvez avoir des fonds structurés qui sont proposés à un instant T, mais émis dans 3 ou 4 mois ou dans 2 mois. Et entre-temps, les marchés peuvent évoluer. Donc déjà, il y a un aspect, ce qu'on appelle time to market, qui peut être très important à prendre en compte. Et après, il faut avoir des convictions. Nous, on a un certain nombre de convictions que Jonathan exprime souvent ici, qui se traduit par des propositions d'offres. Donc, c'est une excellente solution aujourd'hui pour dynamiser son patrimoine. On peut fortement diversifier son épargne à travers les fonds structurés. Maintenant, il ne faut pas faire que ça. Il faut adosser à cela de l'immobilier, on n'en a pas parlé, bien sûr, et d'autres types de placements. Oui, ça reste une des clés de l'investissement, la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Merci Vincent pour ces explications et pour la réponse à cette question. Vous marquez un point et on se retrouve très bientôt pour la suite. On enchaîne tout de suite avec notre rubrique consacrée au SCPI. J'ai dit une bêtise, hein. Ce n'était pas vraiment SCPI, mais on va s'intéresser quand même à l'immobilier, l'immobilier de placement. Je vous rappelle que vous pouvez nous interpeller pendant cette émission en direct, nous poser vos questions et notre invité tentera d'y répondre. Et s'il n'a pas la réponse sur le moment, eh bien, on vous écrira pour vous la donner. Alors, Guillaume, bonjour. Bonjour Guillaume Thomas. Frager, heureux de vous retrouver, un responsable développement retail chez Primonial Reim. On va parler de sécurité Pierre Immo, votre fonds euro investi dans l'immobilier. Vous nous rappelez un peu l'architecture ? Alors, c'est Sécurité Pierre Euro, qui est le fonds euro de l'assureur Suravenir. Donc, nous gérons pour eux la poche immobilière de ce fonds qui est à majorité immobilier à hauteur de 80%. Donc, c'est en fait un sous-jacent immobilier, des bureaux, des établissements Exactement, médicaux. c'est un patrimoine immobilier diversifié. C'est de l'immobilier que nous savons faire. Nous avons l'expertise sur cette typologie d'actifs. Ça va être du bureau, ça va être du commerce, ça va être de la santé et du résidentiel. C'est vraiment notre cœur de métier, notre expertise, et c'est là que nous avons nos convictions. Et puis pas des petits montants, hein, c'est une grosse poche déjà. Alors la poche, c'est 80% d'1,8 milliard d'euros d'actifs sous gestion pour le fonds Sécurité Pierre Euro. Comment il s'est comporté en 2017 ? Est-ce qu'on a déjà les chiffres, son rendement ? Alors nous avons les chiffres du rendement de Sécurité Pierre Euro, qui est au-dessus de la moyenne, je ne vous le cache pas. On s'attend en 2017 sur les fonds classiques euro à 1,50 à peu près, voire possiblement en dessous de 1%. Nous, chez nous, Sécurité Pierre Euro, grâce à son sous-jacent, c'est 3,40. Oui, donc vous doublez pratiquement Quasiment. grâce à cette stratégie. Voilà. Et avec malgré tout une politique assez prudente, beaucoup de réserves. Exactement. Au 31 décembre 2017, la poche de réserve que nous avons mise de côté sur Sécurité Pierre Euro est de 1,60% de l'encours des 1,8 milliards d'euros. Pourquoi autant de réserves ? Ça veut dire que vous attendez des lendemains moins Pas nécessairement, bénéfiques ? c'est juste un gage de sécurité qu'on offre aux associés, aux sociétaires de Suravenir. C'est gage de rendement futur pour eux, une gage de stabilité. Alors j'imagine que pour défendre ce rendement, il faut se battre au quotidien, gérer ça de façon dynamique, proactive. Comment est-ce que vous faites ? Quels sont vos arbitrages et quelles sont vos stratégies gagnantes ? Alors exactement, il faut gérer cette poche immobilière de façon dynamique, de façon diversifiée, tant du point de vue sectoriel, comme je vous le disais, bureau, santé, commerce, que géographique. On ne reste pas qu'en France, on investit également hors de nos frontières. Qu'est-ce qui est dynamique en ce moment hors des frontières ? Alors hors des frontières, ce qu'on va retrouver, notre spécialité, c'est la santé. On est un des leaders européens sur l'immobilier d'exploitation de santé. Donc on se retrouve en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Irlande. Donc c'est vraiment notre spécialité, aussi bien que le bureau et le commerce. D'accord. Et il y a des zones géographiques hors de France qui sont plus ou moins dynamiques en ce moment, des villes ? Alors le secteur, le marché allemand est très porteur actuellement parce qu'il y a un marché très profond et très diversifié sur le marché de la santé, qui offre une maturité différente, des qualités de baux différentes et qui offre des rendements différents.
Alors, on a parlé avec Jonathan de cette possible remontée des taux, qui est un peu l'Arlésienne. Quel est votre sentiment sur cette question? Alors, comme l'a dit Jonathan, l'inflation, nous, côté immobilier, on l'attend un petit peu. On veut qu'il y ait une inflation progressive, lente mais progressive. On parle des loyers, là. Des loyers, exactement. Parce que s'il y a une reprise de l'inflation, une reprise économique, c'est-à-dire que les locaux vont se remplir de plus en plus, il va y avoir une demande placée de plus en plus importante, donc des taux d'occupation plus importantes, et aussi une reprise des loyers. Là, actuellement, on estime depuis maintenant 1 an et demi qu'on est à des niveaux planchers en termes de loyers. Donc, s'il y a une reprise de l'économie, les loyers vont remonter car indexés sur l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on a un niveau plancher? Parce que l'immobilier est devenu très cher actuellement et que la demande ces dernières années était plutôt faible au regard de la conjoncture économique. Et il y a un autre indicateur qui vous permet de mesurer aussi ce possible retournement, ce sont les mesures d'accompagnement. Il faut peut-être nous expliquer ce que c'est. Alors les mesures d'accompagnement, quand on est des gros gestionnaires de patrimoine, des investisseurs comme nous sommes, nous remplissons, c'est plus de 7000 baux, c'est 700 actifs immobiliers. Il faut pouvoir les remplir et pour attirer les locataires, en général sur les actifs que nous gérons nous, il faut les accompagner, il faut les inciter à prendre à bail nos actifs. Donc on les accompagne. Alors ces mesures d'accompagnement se traduisent soit par des mois de loyer offerts ou alors des travaux au sein de l'actif ou alors des aides à l'emménagement. Et donc ce sont des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement étaient de à peu près 25% en moyenne sur l'ensemble du marché français, tous acteurs confondus. Ça veut dire que sur 1 an de loyer, vous offriez 3 mois gratuits. Voilà, les gestionnaires immobiliers que nous sommes et tous les autres, c'était en moyenne 25%. C'était un trimestre de loyer offert par mois, par an. Et maintenant, on remarque une baisse de ces mesures d'accompagnement. On est actuellement à hauteur de 22%. On a perdu 3% en 9 mois. Peut-être le signe d'un point d'inflexion. Et en effet, ce qui alimente cette théorie que cette remontée des taux serait pas forcément négative, elle pourrait avoir un impact sur le prix des biens, mais en effet accompagner un dynamisme économique et donc une remontée des loyers qui se traduirait par des rendements exactement, meilleurs. On est sur un jeu des vases communicants. Si les loyers remontent, ça veut dire qu'on va distribuer plus de loyers aux associés. Et donc vous pensez que 2018, on est encore au mois de janvier, on peut faire des pronostics, ça peut battre les 3,4 de 2017? Alors on pourrait me qualifier de devin si je pouvais vous donner un taux de distribution, un taux de rendement de Sécurité Pierre Euro. Malheureusement, je ne peux pas vous le donner. Parce que je ne l'ai pas. Mais vous êtes un professionnel, vous sentez un peu les choses. Jonathan disait, voilà, la Banque de France est peut-être conservatrice dans ses anticipations de croissance un peu en deçà de 2017. Est-ce que vous prendriez le pari, on voit bien que ce n'est pas un engagement, mais de dire qu'on peut finalement être encore sur un rythme dynamique en 2018? Alors, nous, au niveau immobilier, au niveau du Fonds Sécurité Pierre Euro et au niveau de ce qu'on fait, notre métier, oui, on voit l'avenir sereinement en 2018. Ce n'est pas la remontée des taux qui nous fait peur. Ce qui va nous faire peur, c'est vraiment l'afflux de liquidités qu'il va y avoir sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on reste très très dynamique sur notre gestion, c'est pour ça que nous sortons de nos frontières pour aller chercher du rendement, de la profondeur. L'afflux de liquidités qui paradoxalement est aussi un problème parce qu'il faut le placer à bon escient. Exactement. Merci Guillaume pour toutes ces précisions, c'est très clair. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous rappelle que dorénavant, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct sur GoToWebinar. Et bien sûr, je vous invite à partager, liker et commenter ces vidéos sur les réseaux sociaux et également à vous abonner à notre podcast. C'est un peu une nouveauté sur iTunes, un podcast dédié au placement financier. C'est votre émission. Merci à tous. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.